Ouais, bien, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. On va démarrer dès maintenant avec notre dernier événement donc du festival Building Beyond qui a battu son plein donc, pendant 15 jours. Donc, depuis le 24 juin, on a fait plus de 20 événements ici. Et du coup, ce matin, c'est le dernier avant la clôture de ce soir, donc, qui aura lieu dès 19 h. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour venir voilà, boire un verre, écouter de la bonne musique et fêter ensemble la fin de ce festival. Du coup, donc, ce matin, je vais laisser Julie Nicolas, donc la chef du service technique du moniteur, diriger les opérations et les pitchs, car nous avons ce matin près de 5 intervenants qui viendront vous présenter des solutions pour améliorer la qualité de l'air. Julie, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc Claire Gervais vient de vous le dire. Pardon, ça va faire beaucoup de choses à gérer ça, avec une seule main. Donc comme Claire l'a dit, je suis journaliste au Moniteur, je m'occupe du service technique. C'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, parce que la qualité de l'air, ça fait partie des sujets que nous traitons régulièrement. Comme vous le savez, la qualité de l'air, j'ai envie quand même de dire, est un problème, devient de plus en plus problématique. La canicule de la semaine dernière nous l'a rappelé quand même, on a respiré tous une bonne dose d'ozone. Donc dans ce contexte, heureusement, il y a des progrès techniques. Il y a de plus en plus de capteurs, de plus en plus de systèmes de mesure qui s'affinent, qui permettent de mesurer très précisément des polluants dans des quantités infimes. Je parle sous le contrôle des intervenants. Ils se miniaturisent aussi et ils collectent beaucoup de données. À partir de ces données, on peut aussi travailler sur la qualité de l'air. Petit changement de page. Donc, ce qui change également, ce sont les solutions pour traiter cet air, le dépolluer, le rendre plus respirable. C'est ce que nous allons aborder ce matin avec nos 5 intervenants. Donc, nous verrons déjà 2 solutions d'analyse de la qualité de l'air, très fines et assez originales. Nous verrons aussi comment modéliser cet air. Une fois qu'on a toutes les données, comment est-ce qu'on peut voir comment les polluants se dispersent dans l'air intérieur comme extérieur. Enfin, nous aurons 2 solutions de traitement vraiment assez originales des polluants. Juste avant de vous passer la parole à tous, je voulais rappeler les règles de la matinée. Donc, chaque intervenant aura 10 minutes pour présenter sa solution. Il y aura ensuite 2 minutes en gros de questions de votre part, idéalement. J'en ai au cas où. Et puis, tout cela permet de nous amener jusqu'à 10 h et vous aurez encore un peu de temps informel pour échanger jusqu'à 10 h 30. J'ai présenté les règles du jeu. Lamia Mialé, vous êtes la présidente et la cofondatrice de Cozy Air. Je vous laisse donc la parole. Tenez, je vous donne la zapette et le micro. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lamia Mialé, j'ai 28 ans, je suis donc CEO et cofondatrice de Cozy Air. Alors chez Cozy Air, on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur. Alors d'abord, quelques chiffres, mais ça c'est très généraliste. Donc on sait que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, qu'aujourd'hui l'air intérieur coûte plus de 19 milliards d'euros à la France en termes de coûts sanitaires et d'absentéisme, et que chaque jour dans le monde, il y a plus de 12 000 personnes qui meurent à cause de cette qualité de l'air intérieur. Et on trouve que ces chiffres, c'est très généraliste. Maintenant, la question, c'est quel est l'impact de la pollution de l'air dans les bâtiments ? Ça, c'est la prochaine slide. Et en fait, on a constaté que la qualité de l'air avait un impact sur la durabilité du bâtiment. Et en fait, ça concerne finalement l'exploitation du bâtiment et les systèmes et les équipements qu'on utilise. Et cela se traduit par des coûts élevés donc de maintenance, de coûts énergétiques et de maintenance de systèmes de ventilation. Et finalement, ça a un coût sur la valeur immobilière du bâtiment. Et puis, la pollution de l'air a un impact sur le confort des occupants. Cela se traduit bien évidemment avec des maladies, avec de l'absentéisme et une diminution de la productivité. En partant de ce constat, on s'est posé la question, comment allons-nous mesurer la qualité de l'air ? Donc on a d'abord fabriqué un appareil connecté capable de détecter plusieurs polluants et paramètres de confort. Pour ça, on a d'abord travaillé avec l'Institut Mines Télécom et le laboratoire SAGE qui est basé donc à Douai et qui est spécialisé dans les capteurs. La particularité de notre appareil, c'est qu'on utilise un microcapteur par polluant et par paramètre de confort, ce qui rend la donnée beaucoup plus précise. Une fois qu'on a ces mesures, on s'est posé la question, on a des datas, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme service aux utilisateurs ? Et en fait, on a développé un service, et c'est vraiment notre valeur ajoutée.
c'est que les datas qu'on a donc de l'appareil qui va mesurer la qualité de l'air, on va pouvoir les croiser avec d'autres datas. Et ces datas, c'est les caractéristiques du bâtiment, par exemple la ventilation, le chauffage, le comportement des utilisateurs et également l'air extérieur, parce qu'effectivement, l'air extérieur a également un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et une fois qu'on a ces datas, ça nous permet finalement de comprendre ce qui se passe dans le bâtiment et ensuite d'apporter un accompagnement et un service adapté à l'utilisateur. Et finalement, ça permet d'avoir une meilleure gestion du bâtiment tout en assurant le confort des occupants. Je vous donnerai quelques exemples d'intervention un peu plus tard. Alors, chez Cosier, on s'intéresse au B2B et plus particulièrement au secteur tertiaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bureaux représentent le premier segment de marché en France avec 3 à 5 millions de mètres carrés de bâtiments neufs par an et 700 millions de mètres carrés de bâtiments existants. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de smart building. Il faut savoir qu'il y a une forte augmentation, il y a un taux de croissance de plus de 35% d'ici 2025. En partant sur ce marché-là et ces bureaux et ces bâtiments tertiaires, on s'est posé la question quel était vraiment le besoin de ce secteur-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les bâtiments, donc le bâtiment tertiaire, leur besoin est de transformer le bâtiment en une véritable plateforme de service pour une meilleure exploitation dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est finalement de rendre le bâtiment interopérable, donc de communiquer avec tous ces objets connectés et tous ces services, et donc de rendre le bâtiment beaucoup plus intelligent et beaucoup plus connecté. Ensuite, ça permet d'apporter au bâtiment un meilleur usage de ce bâtiment-là. De prendre en compte également les services liés au bien-être et donc la qualité de l'air. Et finalement, de travailler sur de la maintenance prédictive, donc de pouvoir anticiper l'état d'un équipement et donc d'avoir un meilleur accompagnement. Alors, comment notre solution s'intègre dans les bâtiments? C'est d'abord, ce que l'on appelle un déploiement intelligent. Donc, on va travailler sur les pièces les plus stratégiques. On ne va pas juste mettre des appareils dans toutes les pièces juste pour mesurer. Donc on va vraiment comprendre ce qui se passe dans le bâtiment avant de déployer les appareils. Ensuite, on va connecter notre service sur la GTB grâce à un système d'API. Ensuite, grâce à cette plateforme, ça nous permet de suivre en temps réel ce qui se passe, d'avoir des reportings réguliers et également d'apporter des régulations et des améliorations continues. Donc pareil, je pourrais vous donner quelques exemples un peu plus tard. Et finalement, d'avoir aussi des alertes. Alors des alertes en fonction de ce qui se passe et en fonction de chaque situation. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'un bureau avec 2 personnes, ce n'est pas la même chose qu'une classe avec 30 élèves. Donc il faut comprendre ce qui se passe dans ces environnements et donc adapter les seuils. Et ensuite, l'objectif, c'est toujours d'arriver sur de la maintenance prédictive. Alors très rapidement sur Cosier et qui on est. Donc aujourd'hui, Cosier a 2 ans et quelques mois. On est basé à Lille. Alors nous sommes 2 fondateurs, mon associé et moi-même. Alors nous sommes tous les 2 ingénieurs chimistes et spécialisés dans le domaine de la qualité de l'air. Et ensuite dans l'équipe, nous avons donc des personnes qui nous accompagnent sur le développement de l'application, des personnes qui nous accompagnent sur l'expérience utilisateur. Et puis là, on vient de recruter un commercial en fait qui est arrivé là bientôt. Enfin qui est déjà arrivé il y a 2 jours. Ensuite, alors pour finir, juste quelques exemples. Alors en fait, on a fait quelques interventions. On a intervenu par exemple sur un bâtiment tertiaire neuf et en fait on a remarqué avec nos appareils et notre plateforme que chaque soir il y avait, ils coupaient tout, donc la ventilation, tout était fermé et en fait on remarquait une accumulation de COV. Alors c'est dû à quoi? Alors les COV c'est les composés organiques volatiles, ça provient des matériaux, des peintures, etc. Et en fait il y a une accumulation de ces matériaux et en fait on leur a donc conseillé de finalement actionner la ventilation le soir pour diminuer cette accumulation de COV. Donc ça c'est un accompagnement qu'on a pu apporter. Et finalement, ça permet de ne pas avoir cette accumulation. Toujours sur ce bâtiment, on a pu déposer des appareils dans une salle de réunion où il y a une ventilation connectée et une salle de réunion où il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de fenêtre. Et en fait, on a pu, sur le premier cas, accompagner. Alors un exemple avec le CO2. Alors le CO2, ce n'est pas un polluant, c'est ce qu'on émet en respirant. Il faut savoir que dans une salle de réunion où on est plusieurs personnes, le taux de CO2 augmente. Et cela a un impact sur notre concentration et notre productivité. Donc ce n'est pas un polluant, mais ça joue quand même sur notre concentration. Et l'accompagnement qui a été fait, c'est que notre appareil va détecter qu'il y a un taux de CO2 qui est élevé. À ce moment-là, notre plateforme va comprendre qu'on a dépassé le seuil et envoie une information à la ventilation, parce que effectivement notre plateforme est connectée à la ventilation aussi, et à ce moment-là la ventilation va se mettre en route au bon moment avec le bon débit, ce qui permet finalement de baisser les taux de CO2, donc de diminuer ce CO2, donc de continuer la réunion tranquillement, et en même temps le fait d'avoir le bon débit permet à l'entreprise de faire des économies d'énergie. Dans l'autre cas où il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de fenêtre, à ce moment-là l'appareil il change de couleur, donc on a un indicateur visuel, et l'objectif c'est d'envoyer une notification, et nous on arrive même à anticiper
le moment dans lequel le taux de CO2 peut augmenter. Par exemple, on peut dire dans 1 heure, votre taux de CO2 va être de temps, donc à ce moment-là, faites une pause parce que vous n'avez pas, ou ouvrez au moins la porte parce que vous n'avez pas de fenêtre et vous n'avez pas de ventilation. Et ça, c'est des informations qu'on a au préalable. On a un autre cas, donc ça c'est un autre cas qui a pas vraiment qui a rien à voir avec les bâtiments tertiaires. C'est plutôt des ateliers d'impression 3D. Donc on entend parler de plus en plus l'utilisation d'impression 3D. Il faut savoir qu'on utilise de l'acétone. Alors l'acétone, c'est un solvant, donc c'est des COV, et c'est utilisé pour détacher ce qui est imprimé, donc pour nettoyer la plaque. Sauf qu'aujourd'hui, bon, il n'existe pas d'autres alternatives que l'acétone. Et on a remarqué, en fait, ça c'est plutôt sur le comportement qu'on a accompagné, c'est qu'en fait ces personnes rentraient dans la salle sans port de masque, il n'y avait pas de ventilation dans l'atelier des imprimantes 3D. Et en fait, on a pu finalement, grâce à l'application toujours, permettre aux utilisateurs de savoir à quel moment ils peuvent rentrer dans l'atelier sans forcément porter un masque, parce qu'en fait, ils arrivent à suivre le taux de CO2 et plutôt le taux de COV, la diminution de ce taux de COV. Alors toujours sur le même cas, là c'est plutôt sur les habitudes, c'est que par exemple en hiver et en été on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Et là pour ce cas-là, donc toujours avec l'atelier d'impression 3D, cette personne avait utilisé un chauffage de chantier. Donc en été il n'y avait pas de souci parce qu'on avait constaté que le souci de COV, sauf qu'en hiver il avait utilisé un chauffage de chantier. Il faut savoir que le chauffage de chantier émet du NO2 et du CO2. Donc en fait l'application a tout de suite envoyé une notification en disant que vous avez quelque chose qui se passe dans votre environnement. Et donc cette personne a pu rentrer l'information comme quoi elle avait changé ses habitudes parce qu'elle avait utilisé un chauffage de chantier. Et finalement, ça nous a permis de tout de suite agir et de dire arrêtez d'utiliser ce chauffage parce que ça a un impact sur votre environnement, parce que ça émet du CO2 et du NO2. Donc ça, c'est des cas vraiment très concrets. Après, dernier cas, on accompagne les collectivités sur l'aspect réglementaire, sur la qualité de l'air intérieur. Et je vous remercie pour votre attention. Je serais ravie de répondre à vos questions. Merci Lamia. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? L'intérêt, c'est quand même que ce soyez vous qui les posiez. Pour l'instant, pas de questions. J'en vais en profiter pour lancer, on va voir si ça marche. Vous avez abordé très rapidement l'aspect réglementaire. Oui. Dites-nous globalement en France où on en est de la réglementation, ça a changé et quels sont les derniers? Alors c'est une réglementation qui existait entre 2014 et 2015 et qui concernait donc les collectivités. Et en fait l'objectif c'était de faire un diagnostic de la qualité de l'air dans les écoles et crèches. Donc c'était entre 2014 et 2015. En fait, cette réglementation a été modifiée, donc a été stoppée à un moment. Et en fait, au départ, c'était de faire appel à des bureaux d'études pour répondre à cette réglementation. Alors c'est quoi exactement? C'est d'aller dans la crèche, donc déposer des dispositifs, donc ce qu'on appelle des radiellos, donc qu'on met au plafond en fait, qu'on dépose par exemple le lundi matin et qu'on récupère le vendredi après-midi. Donc c'est 4,5 jours. Donc c'est vraiment très réglementaire. Et en plus, il faut être accrédité COFRAC, donc Comité français d'accréditation, pour répondre à cette réglementation. Sauf que du coup, ça a été modifié. Et donc là, elle est revenue depuis janvier 2018, mais sous une autre forme. Donc, avec le premier cas, donc avec la réglementation COFRAC, ou finalement permettre aux collectivités de faire un plan d'action proactif visant à améliorer la qualité de l'air. Et donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui aux crèches ou aux collectivités ou aux écoles, c'est finalement de travailler sur ce plan d'action, parce que ça permet finalement d'utiliser un appareil comme celui-ci, de mesurer en temps réel. Alors nous, on propose pas forcément sur 4,5 jours, mais une durée beaucoup plus longue, ce qui permet en fait de comprendre ce qui se passe dans la crèche et dans le bâtiment, et même les habitudes. Et ensuite, derrière, notre objectif, c'est d'apporter un rapport, enfin, on fait un rapport avec un service adapté à la collectivité ou aux établissements. Donc il y a un suivi derrière, et on trouve que c'est beaucoup mieux maintenant avec ce plan d'action, parce que ça permet d'aller plus loin avec un service beaucoup plus adapté. Et de prendre conscience, d'identifier la pollution. Exactement. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors peut-être j'ai pas précisé sur qu'est-ce qu'on mesure par rapport à l'appareil, parce que j'ai parlé juste des polluants et des paramètres de confort. Alors nous on mesure les COV, donc les composés organiques volatiles. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça provient donc des peintures, des matériaux, etc. On mesure le NO2, donc le dioxyde d'azote. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'air extérieur et son impact sur l'air intérieur. On mesure les particules fines, donc les poussières, le PM1, le PM2,5 et le PM10. Il faut savoir que les particules, donc PM c'est particulate matter, et en fait le 1, le 2,5 et 10 c'est le diamètre de la particule, et plus c'est petit, plus c'est facile à inhaler et donc plus dangereux.
Et ensuite, dernier polluant, donc on mesure le monoxyde de carbone, donc le CO. Et pour les paramètres de confort, c'est la température, l'humidité et le taux de CO2. Et donc ce que je disais tout à l'heure, la particularité, c'est qu'on a un microcapteur par polluant et par paramètre de confort. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'objets connectés qui sortent sur le marché, qui vont utiliser un capteur qui fait COV équivalent CO2, ce qui est complètement faux. Quand on a du COV, il n'y a pas forcément du CO2 et vice-versa. Donc un capteur qui fait ça, c'est pas très fiable. D'accord. Merci Lamia, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, il y a une question. Je vais vous prêter mon micro. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. J'avais une question sur le cas pratique des logements où on a entendu parler de la question des pièces sèches, enfin des chambres enfin voilà, surtout des chambres, où justement il y avait un fort taux de CO2 au cours de la nuit qui s'accumulait et où il n'y a pas forcément de ventilation parce que la ventilation c'est plutôt pour les pièces humides. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des solutions pour ça parce que c'est, je pense pas encore demain qu'on va équiper les logements, enfin les chambres en ventilation. Donc est-ce qu'il y a des solutions pour Alors ça. nous, pour les logements, donc on n'intervient pas directement, mais le conseil qu'on apporte, c'est de l'aération. C'est d'aérer très tôt le matin et très tôt le soir. Très tard le soir, pardon. Alors très tôt le matin, pourquoi? Parce que ça évite tout ce qui est circulation, donc ça évite l'accumulation de la pollution de l'air extérieur à l'intérieur, donc en moins 10 minutes. Alors vaut mieux ouvrir très grand pendant 10 minutes que entre ouvert, parce que finalement ça aussi ça permet de ne pas perdre l'énergie accumulée dans la chambre ou dans la pièce. Et après le soir aussi, donc aux horaires où il y a moins de circulation, et finalement ça permet de régénérer l'air avant de dormir. Et donc ça permet aussi de diminuer ce taux de CO2. Voilà. Merci. Merci à Lamia, merci madame. On va passer à notre intervenant suivant. Oui, monsieur Fréchin. Je vous laisse prendre la petite télécommande. Donc Jean-Louis Fréchin. Ah, là, il va falloir choisir effectivement. Je vais vous aider avec le micro. Donc vous êtes fondateur de la société No Design, dont les créations sont visibles sur votre site internet. Je précise que No Design, c'est l'acronyme de Nouveau Design. Votre agence existe depuis 2004. Elle n'est pas spécialisée dans l'air intérieur. Pour autant, vous venez de mettre au point un badge qui est assez particulier puisqu'il mesure la pollution au niveau de la personne. Je vous laisse nous expliquer vraiment concrètement comment ça marche. Bonjour, merci, ça marche, super. Voilà. Alors, donc nous, on a une agence de design plutôt spécialisée en nouveaux produits, en nouveaux objets. Et on a une culture technologique et scientifique assez importante. On oppose souvent l'art à la science. Nous, on a essayé de les connecter. Alors, Hero, ce badge, c'est quoi? En fait, c'est une envie qu'on avait de se moquer gentiment de la manière dont on fait les choses en France. C'est-à-dire qu'on est très rationnel et souvent, quand on fait des nouveaux produits, on les fait pour résoudre un problème. Et nos grandes sociétés françaises pensent que résoudre un problème, ça suffit, et que résoudre un problème fait un produit. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Et preuve en est, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'entreprises françaises qui font des objets grand public. Pour cette raison-là. La deuxième question de l'existence de ce produit, pourquoi il existe, c'est une pensée de Bruno Latour, qui est philosophe, qui dit nous sommes entourés par les choses. Qu'est-ce que c'est que les choses? C'est des éléments, des phénomènes qu'on peut nommer, qu'on peut éventuellement décrire, mais qu'on ne peut pas voir. L'énergie, la pollution, la politique, l'écologie, etc., etc. Or, certains de ces problèmes sont critiques. Gérer l'énergie de manière optimum dans sa maison et percevoir ce qu'est la pollution, percevoir, comme vous l'avez dit, mademoiselle, madame, que le CO2 n'est pas un polluant, mais que ça peut être un problème parce que ça réchauffe l'atmosphère. Et mettre sur la place publique ces sujets-là, c'est compliqué. Alors on a des exemples, il y a quelques années, Wissings a fait une balance, il y en avait eu avant, qui sépare le poids de la masse grasse. Récemment, un logiciel, Yuka, a mis sur la table, sur la place publique, les composés des aliments que l'on consomme pour faire prendre conscience de
bénéfices ou de leurs problèmes sur la santé. Depuis toujours, EDF est le spécialiste des économies d'énergie et essaye de, on en parlait, madame, de conscientiser, c'est un mot qui fait un peu Pierre Dac, pour ceux qui connaissent, donc les plus anciens sûrement, de conscientiser ce qu'est l'énergie. Sur la pollution, il n'existe rien. Alors il existe plein de choses, de solutions extraordinaires, ultra sérieuses, certifiées, c'est-à-dire qui relèvent d'instruments métrologiques. Non, nous, on voulait donc mettre ce sujet sur la place publique en faisant une démonstration de ce que le design pouvait amener. Le design, ce n'est pas un chausse-pied pour faire qu'une technologie incompréhensible devienne compréhensible pour les gens. Le design, c'est la culture du produit, c'est-à-dire ça mélange une technologie, une science, une problématique à résoudre ou sa transformation en solution, et puis surtout la question sociale de la manière dont on va être perçu et considéré par les gens. Ce qui est très important, et ce qui est peut-être là où on est le moins fort chez nous. Donc on a conçu ce badge qui sert à mesurer la pollution, des niveaux de CO2, de différentes manières. Premièrement, à l'extérieur, donc avec des éléments plutôt d'ordre chimique. Alors le monoxyde de carbone, bien sûr, les nitrates, les résultantes d'électrolyse, comment dit-on, les fermentations alors c'est plutôt agricole, c'est moins urbain, les fermentations de silos, d'éléments de fumée, etc. Enfin, tout ce qui peut être toxique à l'extérieur, à un niveau chimique. Deuxième élément, vous en avez parlé, très important, la pollution intérieure. La pollution, on pourrait dire visitante, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, ou la pollution endémique. Alors la pollution visitante, c'est ce qu'il y a dehors et qui rentre dans la maison. La pollution endémique, c'est ce que nous, on produit en termes de CO2. Alors le CO2, c'est pas un polluant, hein, ça fait même partie du principe de la vie, mais quand il y en a trop, c'est pas bon. Alors je vous rassure, madame, en France, depuis toujours, il y a des normes sur la ventilation des pièces naturelles ou mécaniques, et les chambres sont ventilées. Hein. Regardez vos fenêtres double vitrage, vous avez un petit truc au-dessus, c'est obligatoire. Dans les logements publics, HLM, etc., c'est une norme, c'est défini. Alors après, il y a toujours des petits malins qui mettent du scotch, mais les maisons sont ventilées. Si votre maison n'était pas ventilée, le papier peint ne tiendrait pas, et la peinture cloquerait. Donc les maisons sont ventilées. Je suis architecte de formation, et j'avais un vieux prof qui nous faisait faire des cours de renouvellement d'air dans les volumes. Regardez le dessous des portes, hein, ça passe par le bas, ça sort en haut. Enfin, en France, on est plutôt relativement protégé sur ces phénomènes-là. Alors on peut s'inquiéter pour des enfants, mais globalement, il y a plus de problèmes dans les bureaux, par exemple, où il y a beaucoup de technologie, c'est des bâtiments surintelligents, ils sont tellement intelligents qu'au bout de 2 heures de réunion, on a tous mal à la tête. Donc il y a des vrais soucis de ce côté-là. Donc en intérieur, on mesure donc, le CO2, les composés volatiles organiques, avec j'ai pas parlé des capteurs, c'est pas très intéressant la technologie, mais disons qu'on a des capteurs relativement tout-terrain pour l'extérieur et des capteurs un petit peu plus subtils pour l'intérieur. Tout ça dans un objet qui est relativement petit. Donc avec des choix d'aller dans une forme de simplicité. Ce n'est pas un instrument métrologique, c'est quelque chose qui va parler concrètement de ce qu'il y a, avec certaines limites, c'est-à-dire qu'il va faire 90% du job. Il ne sera pas parfait, il ne sera pas cette espèce d'excellence française du prof de maths où on arrive à une forme de perfection universelle, mais il couvre 90% des besoins et il met sur la table des sujets auxquels les gens n'avaient pas accès avant. Dernier point très important, les particules fines. Alors les particules fines, c'est très compliqué parce qu'on quitte le monde de la chimie pour être plus dans le monde de la physique et de la mécanique. Les particules, c'est des petits grains, donc c'est d'autres types de capteurs. Il faut créer les conditions d'arriver à les mesurer. Donc c'est pas très stable, c'est très compliqué, etc. Et comme nous, on n'est pas ingénieurs et qu'on ne veut pas la perfection, on s'est dit, basta. Pour les particules fines, on va utiliser ce qui existe dans les grandes capitales mondiales et sur des maillages un peu plus larges sur le territoire, on va utiliser les réseaux
d'informations disponibles. Donc notre troisième capteur, ce n'est pas un capteur, c'est un élément qui va interroger des API et qui nous donne, alors c'est intéressant, donc tous les types de particules fines, mais également la météo, parce que quand on connaît l'orientation du vent, il y a des conclusions qu'on peut donner sur les résultats et les données de notre badge. Donc c'est un choix assumé de ne pas tout mesurer et de faire confiance à l'infrastructure parfois sur certains sujets. Le capteur intérieur, important, il traite aussi les pollutions électromagnétiques. Et le capteur qu'on a choisi a une capacité à se spécialiser dans l'élément le plus critique dans l'endroit où il mesure. C'est-à-dire qu'il n'est pas stable dans le temps, ce qui est assez intéressant. Ce sont des MEMS connectés qui ont une capacité à évoluer. Alors ensuite, dernier point, la data. Qu'est-ce qu'on affiche ? Effectivement, si on parle de PM à des gens qui ne savent pas ce que c'est compliqué. Donc on a décidé deux choses. D'abord, c'est un badge. Donc si je le mets sur ma veste, que je n'ai pas, je ne vois pas le résultat de ce qui a marqué. Par contre, vous, dans le bus, madame, monsieur, vous le voyez. On dit souvent que c'est un objet réflexif. Alors c'est un peu compliqué, mais un objet réflexif, c'est un objet qui parle à celui qui est en face et pour lequel celui qui est en face va avoir une obligation de réagir. Alors si on met PM10, la personne ne va pas réagir. Par contre, si on met « on va mourir » ou « ça pue », ce qui est le cas, puisque c'est comme ça qu'on traite la data sur ce badge, les gens vont réagir et une conversation va se créer sur le sujet, ce qui était l'objectif de ce badge, mettre le sujet sur la place publique. Donc on a tout un tas comme ça de données, on suffoque, je peux vous montrer des images parce que je parle, bon là il y a marqué effectivement ça pue, voilà, c'est des tests sur le périph', on suffoque, on voit un peu les... fuit, réanimation, respire, enfin il y a un certain nombre. Et puis, pour être un peu sérieux et quand même mettre le sujet sur la place et aller plus loin pour ceux qui le souhaitent, l'application donne le taux d'exposition journalier, soit minutes, soit heures, soit journée pour des individus. Donc l'enveloppe de ce qu'on a respiré dans la journée, ça c'est important et c'est assez précis et rigoureux. Bien sûr, ces données, on peut les partager via des API disponibles sur... le serveur qui gère les contenus de l'application. Et puis on a l'ensemble des choses mesurées et l'explication de ce que c'est. Parce que, effectivement, le NO2, on ne sait pas trop ce que c'est relativement présent dans les villes. Il faut savoir si c'est gênant ou pas. Les radiations électromagnétiques, bon, avec tous les débats relativement empiriques qu'il y a sur le sujet, parce qu'il n'y a pas d'études, au moins on mesure, on voit et on arrive à corréler un mal à la tête avec ce qui est mesuré. Le dernier point du projet, j'en termine, c'est que ce n'est pas un objet de start-up, c'est une démonstration plutôt de savoir-faire et de la manière dont on agrège des questions technologiques, des questions scientifiques, des questions sociales et des questions de leur représentation, ce qui est la manière dont on doit faire, à notre avis, les produits pour pouvoir parler à des gens dans la vraie vie, éventuellement les transformer en clients. Je vous remercie. Merci. Restez là, il y a peut-être des questions de la salle. Je ne l'ai pas chargé, je suis désolé, mais... La démonstration manque un peu de sel, c'est pas grave. Dites-nous simplement, rapidement, comment un objet individuel comme cela peut participer à l'organisation de la ville? C'est quand même le thème de la conférence. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que la ville, on pense souvent que c'est des dispositifs. Donc, c'est le boulot des architectes et de Vinci, et puis des gens qui mettent des capteurs. Mais la ville, c'est aussi les phénomènes qui les parcourent, dont les habitants sont les plus caractéristiques. Donc, en fait, on transforme les gens en infrastructures, ce qu'on appelle les organisations structurantes. Ce ne sont pas des infrastructures, c'est des organisations structurantes. Et les gens mesurent sur des trajets entre les mailles de Air-Paris, par exemple, puisque c'est là qu'on va chercher l'info pour les composés volatiles organiques, des éléments qui leur parlent directement, puisque c'est leur trajet, et qui sont mis dans le pot commun. Donc on augmente le maillage des éléments Air-Paris, et puis quand les gens des Jeux Olympiques viennent, on a une information qui parfois peut être différente de ce que nous dit Air-Paris. On va avoir un Waze de la qualité de l'air intérieur. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Je vous remercie. Peut-être une question? Non. Bon.
Je vais donc enchaîner avec notre... Attendez, je vais reprendre ça, merci. Notre troisième participant. Frédéric Mahé, vous êtes responsable innovation et développement commercial chez Aria Technologies. Donc, la société est spécialisée dans la modélisation de la dispersion des polluants dans l'environnement avec une solution AirCity qui cartographie en haute résolution ces polluants. Je vous laisse nous expliquer ça en détail. Je crois que vous avez besoin de la télécommande. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, on fait de la modélisation, donc pas mal de travail d'ingénieur et de caractérisation. Et le slogan qu'on a, c'est rendre visible l'invisible, c'est-à-dire l'intérêt de faire de la cartographie, ça permet d'objectiver en fait les niveaux de concentration, d'être exhaustif sur un territoire, de faire de la prévision, donc de faire de la haute résolution temporelle et spatiale. Donc voilà, je vais vous présenter donc, ce qu'on fait. Rapidement, Aria Technologies, c'est une PME, une start-up de 29 ans, créée en 1990. On est à peu près 25, un siège à Boulogne-Billancourt. Et notre métier, c'est l'environnement atmosphérique depuis 29 ans, avec différents logiciels que je ne vais pas développer ici. Mais je suis à votre disposition si vous êtes intéressé. Donc, faire de la modélisation, c'est toujours le même principe. On a besoin de conditions limites. Donc si on veut faire de la très haute résolution sur la ville, il faut aussi connaître la pollution à l'échelle nationale, par exemple, ou à l'échelle régionale. Donc c'est ce que vous avez ici. Par exemple, si vous voulez faire de la cartographie dans le cœur de Paris, il faut connaître les conditions fournies par Air Paris sur la région. Après, si vous vous intéressez à un territoire particulier, il faut connaître les caractéristiques de ce territoire. Ça veut dire les bâtiments, les sources d'émissions, est-ce qu'il y a une usine ou pas, quel est le trafic routier, où il est localisé. Donc il y a énormément de descriptifs à avoir pour faire cette modélisation. Et au final, vous arrivez à une cartographie à haute résolution qui permet en fait d'avoir vraiment une répartition sur le territoire. Donc c'est un gros travail d'agrégation. Pour fournir ensuite des cartographies. Et là, on se compare à des capteurs, par exemple les capteurs d'Air Paris, parce qu'on a besoin de valider cette modélisation. Donc l'intérêt de la modélisation 3D, c'est ce que vous voyez ici, c'est que ça permet de tenir compte explicitement de l'influence des différents bâtiments sur la dispersion. Donc ce que vous voyez, par exemple, à droite, en bas, c'est l'effet canyon. Donc, du fait de la présence de bâtiments, il y a des émissions qui sont au niveau de la rue et qui sont empêchées d'être dispersées. Donc, il y a des élévations de concentration. Donc, c'est ce qu'on arrive à faire avec ce modèle. Et ce qu'on voit en haut à droite, c'est qu'un modèle gaussien, lui, il est très simplifié, il ne tient pas compte des bâtiments. Et l'intérêt de notre modèle, c'est qu'on modélise la percolation des polluants dans un tissu urbain dense. Donc voilà, nous, on essaye de se positionner sur justement l'évolution de la qualité de l'air, c'est plutôt en mode service. Donc à Aria, on se positionne au centre de l'écosystème, donc avec différents capteurs. Par exemple, on a parlé d'Air Paris sur le territoire ou Atmosud, dont je vais parler tout à l'heure. Il y a énormément de choses qui sont disponibles, de données disponibles. Et donc l'intérêt, c'est de faire en fait d'être situé un peu comme un agrégateur pour fournir des solutions de cartographie. Par exemple, on a fait le projet avec un POC avec Valeo pour le mondial de l'automobile, donc avec des capteurs connectés qui étaient mis sur des véhicules. Et donc, on faisait des cartographies et on évaluait et validait les cartographies produites en temps réel à partir de ces capteurs. Donc là, je vais vous parler en fait du projet DIAMS. Donc, c'est un projet qui est lancé sur la métropole d'Aix-Marseille. Donc c'est un projet novateur parce que l'idée, c'est effectivement souvent quand on s'intéresse à la qualité de l'air, on fait des choses très sérieuses. Notamment quand on fait de la modélisation, on fournit des cartographies, mais après il faut aller au-delà. Et donc le but de ce projet, c'est connecter, engager, respirer. L'idée, c'est de connecter tous les niveaux d'acteurs sur le territoire. Donc ça va du citoyen avec des capteurs citoyens. Donc avec de la science participative, à aussi les collectivités et les autorités publiques. En fait, aujourd'hui, on a surtout des fonctionnements en silo. Chacun réfléchit dans son coin. Il y a des actions qui ne sont pas forcément cohérentes au niveau d'un territoire. L'industriel a cette problématique, mais il n'est pas forcément intégré dans toute la problématique de qualité de l'air sur ce territoire. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est justement que tout le monde puisse utiliser des données produites par le projet et puisse mettre aussi des données à disposition. Et l'idée, c'est qu'après, il y a de l'engagement.
donc via des programmes d'engagement, pour que la qualité de l'air soit évaluée et il y ait des améliorations qui soient faites sur le secteur. Et donc effectivement, l'idée aussi, c'est qu'à la fin, c'est respirer. Parce qu'on se rend compte, en termes sociologiques, que si on communique de manière négative sur la qualité de l'air et sur l'environnement, il y a une difficulté d'action. Donc il faut vraiment qu'en termes de communication, on ne soit pas juste dans le constat, pour que finalement les gens se disent effectivement, il y a une situation, mais je peux faire quelque chose. Sinon, les gens sont un peu tétanisés ou se disent bon, ça ne me concerne pas, puisque de toute façon, la pollution vient d'ailleurs, c'est les bateaux. Alors moi, je suis en voiture, mais ma voiture ne pollue pas tant que ça, parce qu'il y a les bateaux, ou à l'inverse, il y a les avions. Donc moi, en voiture, je peux continuer. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience à faire sur ce point-là. Et donc aujourd'hui, la qualité de l'air, donc moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. C'est vraiment, il y a des nouveaux usages qui fait qu'il y a beaucoup de nouveaux intervenants. Avant, la surveillance de la qualité de l'air, c'était typiquement une association de surveillance de la qualité de l'air qui fournissait quelques informations sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une multitude de gens qui ont des capteurs, donc il y a des demandes de citoyens. Sur le territoire, c'est pareil, il y a une volonté d'en faire un smart territoire, une volonté de partager des données, il y a énormément de volonté de bouger. Et donc, l'idée, c'est d'associer tout cet écosystème, à la fois le territoire, les citoyens, les entreprises, pour fournir des solutions innovantes sur un territoire et que tout ça fonctionne en symbiose, autant que faire se peut, et qu'en fait, les bonnes habitudes soient prises. Et donc, c'est là où nous, à Aria Technologies, on fournit à la fois des solutions techniques. Donc, en haut à droite, vous avez un exemple de modélisation d'impact de cheminées de bateaux, de trafic maritime sur le port de Marseille. Donc on voit là l'intérêt de la percolation. On voit qu'il y a vraiment un besoin en termes de modélisation, de faire de la descente d'échelle et de modéliser explicitement les bâtiments et leur impact sur la dispersion des polluants. Et on est aussi participant à ce projet en tant que PME, comme acteur économique, puisque dans cet écosystème, en fait, vont coexister des citoyens, des utilisateurs de la ville, mais aussi des sociétés qui vont proposer des solutions. Donc, parmi les partenaires du projet DIAMS, c'est un projet qui est mené par la métropole d'Aix-Marseille. Il y a évidemment Atmosud, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air pour la région sud. Il y a un lab qui s'appelle Lab in the Air. Il y a Matrice, certains connaissent peut-être, qui est lié à École 42 sur Paris. Donc l'idée là, c'est de faire vraiment de l'innovation, de faire travailler des étudiants de différents domaines et pas forcément que des spécialistes, des scientifiques, éventuellement des sociologues, des gens qui réfléchissent autour de cette problématique pour en fait changer l'écosystème et en fait casser le mode de réflexion en silo qu'on a aujourd'hui, où en fait la qualité de l'air c'est une affaire de spécialistes, et alors qu'en fait il y a énormément de choses à faire. Et donc Aria Technologies évidemment, La Poste, Ecologic Sense, Avitem et l'air et moi. Donc en fait différentes compétences qui sont regroupées autour du projet pour en faire un projet qui soit novateur. Et donc je vais aller assez vite, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc les objectifs du projet DIAMS, c'est changer la perception sur la qualité de l'air, donc produire des données de haute qualité, donc détaillées, adaptatives sur la qualité de l'air, pour qu'en fait, il y ait un réservoir de données que sur le territoire, tout le monde contribue, puisse consulter, pour que ça fasse un écosystème vivant. Et donc, en fait, d'avoir aussi un équilibre, c'est-à-dire permettre des échanges fluides entre toutes ces données. Aujourd'hui, par exemple, avoir des données de trafic routier sur un territoire, c'est relativement compliqué, puisque la ville de Marseille gère son trafic routier, la ville d'Aix gère son trafic routier. Entre les deux villes, ce n'est pas forcément la même entité. Il y a les autoroutes. Donc, on voit que rien que d'avoir des données d'entrée, ça peut être compliqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans cet écosystème pour fournir la meilleure solution au bénéfice du territoire et de tous les utilisateurs du territoire. Donc, l'idée aussi, c'est de faire de la création. Donc de réfléchir en fait à des nouveaux moyens, notamment j'en parlais sur l'approche de la qualité de l'air pour que finalement on arrive à des solutions, pour que les gens se saisissent de la problématique, et notamment dans la région Aix-Marseille, ce n'est pas forcément une problématique qui était sur le devant de la scène, même si là il y a eu la première circulation différenciée. Donc effectivement ça permet que les gens se rendent compte qu'il y a des choses qui avancent et des plans qui sont mis en action justement. Donc c'était le dernier point.
l'idée c'est aussi que si on veut faciliter l'action, il faut fournir des informations, il faut qu'il y ait des boucles de rétroaction, justement, que les gens se disent effectivement, on m'a demandé par exemple circulation différenciée, on a eu une contrainte, mais quel a été l'impact réel? Et c'est toujours intéressant de fournir des cartographies où on peut comparer si j'avais rien fait ou si on n'avait rien fait, quelle serait la situation, et donc un effort de tous et un changement de comportement, qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice au niveau de la société. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir tenu le timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais en faire une. Il sera impossible de répondre rapidement, mais on a impossible l'une des tenues, on ne sait jamais. Vous avez un peu parlé des données d'entrée, de la difficulté de les collecter. Qu'est-ce que vous utilisez en général comme données? Ou sur un cas concret, quelles données on utilise? Alors nous, on a besoin effectivement d'énormément de données d'entrée. C'est un gros travail. Avant de produire la moindre cartographie, il y a tout un travail d'agrégation. Donc on a besoin notamment d'un cadastre des émissions. Donc ça, c'est un gros travail. Par exemple, les associations de surveillance de la qualité de l'air, c'est un gros travail pour agréger toutes ces données. Il faut aller chercher des informations statistiques sur quels sont les volumes traités, quelles sont les données d'autosurveillance de l'industriel. On a des difficultés sur le trafic routier aussi. C'est pas forcément évident d'avoir des données précises sur le trafic routier. Donc, suivant les villes, elles sont plus ou moins équipées. Il y a des villes qui ont des modèles de trafic routier, d'autres qui ont que des capteurs, dans le meilleur des cas. Et donc, il y a un gros travail d'agrégation. Le bâtiment, c'est un peu plus simple puisqu'il y a l'IGN. Et donc, c'est le premier travail qu'on fait pour produire ce type de cartographie. Et plus les données sont précises en entrée, meilleurs seront pour nous les résultats. Donc, c'est un travail d'amélioration. On n'est pas précis au microgramme près, loin de là, mais on sait qu'on va améliorer les situations. Par exemple, on a un projet de recherche avec l'IFP-EN et Atmosud sur le secteur Euro-Méditerranée à Marseille pour utiliser les données des smartphones, les données notamment d'accélération, de style de conduite, pour avoir une meilleure information sur les émissions liées aux véhicules pour pouvoir rentrer dans notre modèle. Donc c'est un travail continu d'amélioration. Je vous remercie. On va passer à l'intervenant suivant. Je vais demander à Jawad Zemouri, président du groupe Starklab, de venir. Merci. Donc la société a 2 activités historiques, c'est ça. À l'origine, c'était le transfert de chaleur. Et depuis, vous avez évolué vers la dépollution de l'air. Je vous laisse nous expliquer ça. Merci. Donc, je me présente, Jawad Zemouri, je suis professeur d'université, un physicien, et que je mets au service de la qualité de l'air et de l'énergie tout ce que j'ai appris pendant 40 ans dans le domaine de la physique. Et d'un point de vue physicien, la pollution n'a pas de sens. En fait, les molécules sont des molécules, elles sont toutes nobles. On considère qu'elle est noble, une molécule, parce qu'elle nous arrange. Et elle nous dérange parce qu'elle nous embête, alors on décide qu'elle est mauvaise. Mais une molécule, c'est une molécule, elle ne réfléchit pas. Et c'est nous, par notre action, qu'on va concentrer, on va déplacer des molécules d'un endroit à un autre et qui vont devenir embêtantes. Alors, si vous voulez traiter maintenant les molécules qui nous embêtent, il n'y a pas d'autre solution. Il faut les toucher. Pour les toucher, il faut les mettre en contact avec d'autres molécules pour les faire réagir, pour les capter, pour les transformer. Et ça, tant qu'on n'a pas compris cette notion, on ne peut pas s'en sortir. Les molécules, elles sont liées, elles sont en permanence en réaction les unes avec les autres. Et il faut mettre ça à notre profit pour avoir où on a besoin des bonnes molécules qu'on va les appeler nobles, la qualité de l'air, et ceux qui sont soi-disant de mauvaise qualité, on va les mettre de l'autre côté. Et souvent, parfois, les molécules de mauvaise qualité peuvent avoir une grande valeur. Bien sûr, ils sont embêtantes à un moment pour nous, mais ils peuvent avoir une grande valeur. Alors donc, moi, j'ai utilisé ça pour pouvoir faire ça. Alors, terre-à-haut-terme, voilà. Donc, moi, j'ai parlé de la présentation qualité de l'air intérieur-extérieur au terrain parce que nous, on va aller voir comment traiter l'air, soit à la source, au moment où on va émettre ces molécules qui sont embêtantes, et on va essayer de les contrôler et de les capter avant qu'ils se dispersent, ou alors, malheureusement, quand la pollution est là, trouver le moyen de la capter et de la déplacer. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en point? Nous avons mis en point un nouvel échangeur qui s'appelle Terra-Haut. Alors, qu'est-ce que c'est Terra-Haut?
comme je disais tout à l'heure, je vais prendre mon gaz, mon air, et je vais faire quelque chose qui peut paraître très naturel, le mettre en contact avec de l'eau. Et je vais le faire bouillonner, comme dans une machine à laver. Je prends l'air, imaginez, je prends l'air ou les fumées, et je le fais rentrer dans la machine à laver et je les brasse. Et I wash, I wash, I wash. Et puis après, je ressors. Qu'est-ce qui va se passer? Toute la pollution, elle va passer dans l'eau. Et l'air, il va sortir nettoyé. Et souvent, comme vous le voyez bien, avec l'eau et l'air, ou l'eau et les fumées, l'air, il va se refroidir et il va transférer son énergie à l'eau. Et donc, toute la pollution qui était dans l'air ou dans les fumées, je la passe à l'eau. Rassurez-vous, on ne va pas laisser jeter l'eau comme ça, avec sa pollution. On va la traiter. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une opération qui est en cascade. On a passé de quelque chose qui est dispersé, incontrôlable, qui va partir sans savoir où ça peut aller. On la met dans une phase qui est contrôlée, qui est l'eau, que je peux déplacer, que je peux traiter tranquillement, avec tous les moyens connus depuis maintenant 2 siècles de traitement de l'eau. Et on va séparer ces molécules, que parfois même, ces molécules peuvent avoir de la valeur. Imaginez, par exemple, dans une usine qui fabrique de l'or, on peut avoir de l'or qui part en particules et qui peut devenir dangereux. Vous respirez de l'or, croyez-moi, ça va vous faire très mal si ça rentre au niveau des poumons. Et bien ça tord, imaginez, on le passe dans l'eau, on a le temps de le traiter et de le capter. Donc toute la pollution, elle va passer dans l'eau et on va la capter. Et donc ça, c'est notre échangeur TerraO. Alors cet échangeur TerraO, comment on va l'utiliser? Dans des tas de domaines. À chaque fois que vous allez avoir de l'air ou des fumées, et on va pouvoir capter sa terre. On va faire 2 choses. Prendre l'énergie de sa terre et l'utiliser. Par exemple, l'air vicié qu'on va jeter, généralement, on va le chauffer et puis on va le jeter. Ou on va le refroidir, on va le jeter dans les pays chauds. Donc on va prendre cette énergie et on va la transférer à l'air neuf, ou on va l'utiliser pour se chauffer, ou on va l'utiliser pour faire de l'eau chaude, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première opération. Et dans le même moment, donc on va laver ça. Donc nous avons fait ça dans des tas de domaines. Nous avons fait ça dans des piscines publiques, dans des garages, comme nos autos, dans des serres agricoles, dans des élevages, par exemple, où on sait que 30% de la pollution, à leur origine, c'est l'agriculture. Et donc, on est capable de capter ce qui va être rejeté comme particules fines, etc. De manière plus simple, pour voir comment ça se passe. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher les fumées là où ils sont, ou l'air là où il est. Et on va le prendre et on va le faire entrer. Vous voyez, le TerraO, c'est la partie qui est au milieu. Et on va le faire brasser. Et on va transférer cette pollution et l'énergie à l'eau. Et puis après, une fois c'est lavé, on va le rejeter. Ça veut dire qu'on va nettoyer là où la pollution avant l'émission. Alors, le plus, c'est qu'on va aussi récupérer de l'énergie. Et donc, nous avons un système 2 en 1. On récupère l'énergie et on lave les fumées ou l'air. Et dans ces conditions, pour les industriels, on va pouvoir leur fournir une solution qui peut même devenir rentable. Parce que malheureusement, la cupidité de l'homme est ainsi. On ne pourra traiter les fumées que si les industriels gagneront de l'argent dans leur traitement de fumée. À partir de là, nous sommes sauvés. Et donc, toute notre énergie, et croyez-moi, l'énergie qu'on déploie, c'est pour obtenir ça et pour leur faire gagner de l'argent, parce que lui, il va être heureux, il va avoir des tonnes de billets dans la banque, mais nous, on pourra respirer tranquillement. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, un exemple à Paris, c'est pour l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par l'air du sous-sol, on va prendre l'air, on le fait rentrer dans TerraO, et on va le brasser et on va nettoyer. Et donc, nous démarrons l'expérimentation à la station Foch de RER à partir du mois de septembre pour 3 mois pour démontrer cela. Ça va fonctionner parce qu'on ne fait que fait la nature. Vous voyez bien, quand vous avez la pollution qui monte, la pluie arrive, toute la pollution, malheureusement, passe dans l'eau. Alors la grande difficulté, c'est ça. Vous ne pouvez pas imaginer, ça fait 7 ans, à chaque fois qu'on parle de ça, on dit on va capter la pollution de l'air. Oui, on me dit oui, mais vous faites n'importe quoi, vous allez polluer l'eau. Mais moi,
mais l'inconscience de l'humain, ça va à tel point. Bien sûr, on va les jeter dans l'air, ça va se disperser, bien sûr, il va y avoir une dispersion. Et puis, il n'y a pas une force extraordinaire qui va les envoyer dans la Lune. Ben, ça va retomber. Et ça va retomber où? Ça va retomber dans la nappe phréatique, ça va retomber dans la Terre. Et donc, si vous avez une pollution, il va aller où? Il va aller dans ce que vous allez manger, dans ce que nous allons tous manger, parce que je fais partie avec vous de la même chose. Nous sommes dans le même avion. Quand ils se crachent, on se crache ensemble. Donc, en fait, la problématique, c'est que prendre conscience que aujourd'hui, c'est vrai, on sait, tout le monde sait qu'il y a la pollution, on fait semblant de ne pas la voir, mais tout ce qu'on va émettre dans l'air finit dans notre assiette, dans notre propre corps. N'oubliez jamais que lorsque vous respirez une molécule, certaines des molécules que je viens de respirer, certaines je vais les rejeter, mais d'autres, et pourront faire partie de moi encore pendant plusieurs années. Parce que cette molécule, une fois que je l'ai respirée, elle va passer dans mon sang. Une fois qu'il est passé dans mon sang, il va passer dans mon cerveau, il va passer dans mon foie. Et il va faire partie de moi. Et c'est quelque chose que j'écris dans un blog. Lorsque vous êtes dans un endroit où vous avez quelqu'un, aujourd'hui, je vais faire partie probablement de vous et vous allez faire partie de moi. Parce que vous avez émis des molécules que j'ai inspirées, qui sont partie de moi-même et ainsi de suite. Donc la problématique moléculaire est importante. Quand on crée de la pollution, ça veut dire qu'on diffuse quelque chose de partout. Ça ne part pas, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est petit, malheureusement, mais c'est comme ça. Le bateau. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Marseille, les gens connaissent ça. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de aussi laver ça. Donc on a fait un démonstrateur sur le fioul lourd, parce que on peut pas, le fioul lourd ne va pas disparaître. Le problème, quand on fait du pétrole, on fait du kérosène, et on fait des qualités de plus en plus mauvaises de fioul. Et on ne peut rien faire avec, on est obligé de la brûler. Et donc, il faut trouver une solution pour qu'on puisse brûler proprement ce fioul lourd. Alors donc, nous sommes capables, nous avons démontré que nous sommes capables de capter ce qu'on appelle la suie, le black carbone, voilà, et les soufres qui est dedans, sans rejeter cette pollution dans l'eau. L'ultime de ça, en fait, de Terre à Eau, c'est ça ce qui est le rêve qui va arriver peut-être dans 20-30 ans, je ne sais pas si je serai encore parti parler de la Terre quand ça va arriver, c'est que demain, on ne va plus parler de molécules comme problème, mais on va prendre ces molécules et on va pouvoir les recycler. Parce que bien sûr, on a commencé par recycler ce qu'on jette dans les poubelles, on a après commencé à recycler le verre. Terre à Eau maintenant permet de recycler l'énergie, puisque l'énergie on ne la jette pas, on la réutilise. Bientôt, on pourra recycler enfin les molécules. Et ça, c'est l'issue de pouvoir servir les 7 milliards ou les 10 ou les 20 milliards sur la Terre. Si on est capable de réutiliser les molécules à l'infini, sans pouvoir les disperser n'importe comment, n'importe où, comme ce qu'on fait avec le plastique aujourd'hui, c'est ça qui va permettre de résoudre le problème de l'humanité. Donc, aujourd'hui, vous avez une information importante, c'est que on va y arriver. C'est pas fini pour les humains, c'est pas possible. Vous allez voir, notre vie est finie, parce qu'on va vivre quelques semaines, quelques années, quelques mois, mais l'humanité va continuer, comme toujours. Et donc, c'est une bonne note. Donc, sachez que tout va bien, on va y arriver. Quelques-uns vont souffrir, quelques-uns vont en mourir malheureusement, d'autres quelques-uns vont tomber malades, mais ça va fonctionner. Donc, Terre à Haut terme, là j'ai mis un petit film qui montre un peu nos installations. Alors, c'est pas simple, parce que quand vous venez avec, vous voyez, nous sommes en rupture par rapport à ce qui se dit. C'est pas très simple. Il y a beaucoup de moyens qui sont dépensés dans la mesure, beaucoup de moyens qui sont dépensés dans la communication, mais dans l'action, c'est très, très compliqué, parce qu'on vient perturber les choses. Aujourd'hui, vous voyez les cheminées qui fument à Paris, nous sommes capables de les arrêter. Rien ne peut sortir. Le problème, comment voulez-vous le faire? Bien sûr, on met la circulation différenciée, mais pourquoi on n'arrête pas les cheminées qui fument dans Paris? Pourquoi? Bien sûr, on va vous dire que c'est de la vapeur. Tout à fait. Il y a beaucoup de vapeur. Attention, la pollution, c'est pas des kilos.
Lorsque vous prenez du mercure, la pollution du mercure, c'est pas des kilogrammes, c'est pas des grammes, c'est pas des milligrammes, c'est même pas des microgrammes, c'est des nanogrammes par mètre cube. Un mètre cube, vous avez 1 nanogramme de mercure, c'est polluant. Et donc, c'est pas la peine. Donc, bien sûr, les normes. Attention, la norme, d'un point de vue, la pensée citoyenne de la norme, c'est que la norme, c'est un moyen de protection des individus. Tout le monde pense ça. C'est totalement faux. Pas du tout. C'est un moyen de protection de l'utilisateur. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, imaginons la norme, il me dit, je dois émettre un son à 100 dB. Si je le mets à 99 dB, qui est déjà beaucoup, et je fais exploser le tympan, c'est de la faute, elle n'a pas de chance, puisque moi, j'ai émis qu'à 99. La norme me permet d'aller jusqu'à 100. Et je suis en dessous, donc tout va bien. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème normatif. C'est parce que les normes, elles sont trop relâches. On peut émettre ce qu'on veut pour les voitures, parce que, imaginons, si on avait mis les normes sur les voitures à une émission très, très basse, aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a 20 ans. Donc il faut attendre que ça vienne. La même chose pour les industriels, la même chose sur tous les niveaux. Donc la norme, c'est une notion capitale. Et donc les citoyens doivent se saisir de la norme, de dire non, on ne supporte pas ça, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'on émette à ce niveau d'émission. C'est la seule solution. Alors heureusement que les gens qui travaillent sur les capteurs arrive à nous montrer que ça... Et plus on va voir la difficulté, mieux ça sera. Je vous remercie. Merci. Donc sur ce message d'optimisme quand même, est-ce qu'il y a des questions? Ah, plusieurs. Je vous passe le micro, puis on le fera revenir après. Bonjour, mais en termes de capacité, un appareil Terao, ça peut... gérer combien de mètres cubes d'air à l'heure, à la minute, au jour? Donc on peut traiter des 30 mètres cubes, comme pour un habitat ou un petit habitat, 200, 300 mètres cubes pour une maison, 1000 mètres cubes, 3000 mètres cubes pour un ensemble de maisons, et on peut aller jusqu'à 100 000, 200 000 mètres cubes pour un bateau que j'avais montré tout à l'heure, et on peut monter à 1 million de mètres cubes si c'est nécessaire. Pour un seul système, la force de Terao, c'est sa capacité. C'est quel qu'elle soit ce débit-là de 1000 à 1 million de mètres cubes, il fera toujours que 2 mètres de hauteur, et donc simplement sa surface qui augmente. Pour 100 000 mètres cubes heure, ça fait un bateau, un grand tanker, un moteur d'un grand tanker, ça va prendre 15 mètres carrés sur 2 mètres, qui est très petit en fait. Ça va, ça répond à votre question? Bonjour, où est traitée l'eau? Sur le site ou dans les réseaux classiques? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, généralement, nous, dans les fumées, dans l'air, tout ça, on a beaucoup d'eau déjà. Donc, on va capter beaucoup d'eau. Alors, le traitement, il y a une partie, la concentration va se faire en local, et puis après c'est traité, c'est dans des endroits spécialisés, dans les stations d'épuration. C'est des moyens, c'est des systèmes classiques de traitement. L'eau, aujourd'hui, les traitements de l'eau, c'est fortement maîtrisé parce qu'il y a des tas de méthodes, soit des méthodes physiques, soit des méthodes chimiques, soit des méthodes biologiques, et on arrive à traiter l'eau. Mais l'avantage, c'est que c'est localisé. Et quelle est la consommation en eau, justement? Non, il n'y a pas... Quand on va, par exemple, sur une fumée, généralement, on capte l'eau. Dans les fumées, vous avez beaucoup d'eau, vous avez plus de 100 grammes par mètre cube dans les fumées. Et donc nous, en récupérant l'énergie, on récupère l'eau. Ça veut dire on va redonner l'eau, et parfois chez des industriels, l'eau qui devait partir dans les fumées, on la capte et on la redonne à l'industriel en circuit fermé. Donc il y a un recyclage de l'eau dans les usages. Au lieu de l'utiliser et de l'envoyer dans l'air, nous, on va la capter. Je vous remercie. Une autre question? Merci, Monsieur Zemmouri. Merci beaucoup. On va passer à notre dernier intervenant, Monsieur Fesquet. Donc, vous êtes président, cofondateur de la société MVAW Technologies, dont la mission est d'épurer l'air urbain intérieur comme extérieur. Alors, c'est une technique différente de Terraotherm, puisque vous utilisez un substrat végétalisé. Je vous laisse nous expliquer tout ça en détail.
Oui, bonjour. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter une solution qui est bio-inspirée, qui est active, qui est très efficace et qui est sans rejet. Alors, Vincent Fesquet, moi j'ai un passé de financier avant de devenir architecte. Et depuis quelques années, avec 2 autres personnes que je présenterai tout à l'heure, on se consacre à la biofiltration végétalisée de l'air. On a beaucoup parlé de pollution, de qualité de l'air. Donc je vais faire rapide sur cette partie-là. Quand on est à ce niveau-là de pollution, cette vue de Paris, on est vraisemblablement déjà en circulation différenciée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour en arriver là, on a des seuils qu'on a dépassés depuis un certain nombre de temps et une prévision de baisse de ces seuils qui est sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais tous les jours, à proximité d'axes de circulation, d'axes de circulation ou à proximité d'activité, on est dans ce type de problématique. Alors c'est très local, il n'y a pas encore de circulation différenciée, mais on est bien dans le problème. Ce qu'on sait moins, c'est dans l'autre sens, voilà. Ce qu'on sait moins, c'est que l'air intérieur est 10 à 100 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est extrêmement insidieux, ça ne se voit pas. Autant tout à l'heure, quand vous avez une chape de plomb sur la ville, on s'en rend compte, autant dans l'intérieur, on ne s'en rend pas compte. Pour autant, on l'a tous ressenti, des maux de tête, des toux irrépressibles. On s'est tous retrouvés dans un inconfort au sortir de réunions ou dans le bâti. Globalement, la pollution de l'air intérieur et la pollution de l'air extérieur représentent plus de 8 millions de décès prématurés par an dans le monde. Ce sont des milliards en santé publique, ce sont des milliards en absentéisme, et ce sont également des milliards en moindre créativité ou moindre productivité. Alors, chez MVAW, nous ne résolvons pas à cette problématique, et nous voulons faire en sorte que nous puissions, vous puissiez, respirer un air sain. Créer des espaces de qualité, de sérénité, avec un air sain et en adjoignant également du végétal. Végétal et qualité de l'air sont 2 paramètres extrêmement importants du confort dans le bâti ou en extérieur. Alors comment fait-on? On a commencé à 3, il y a 3 ans, en adjoignant des compétences différentes. Christophe Genard est architecte paysagiste, c'est un spécialiste de la végétalisation verticale. Anne Rondeau est docteure en microbiologie et génie des procédés. Elle a fait son doctorat sur la biofiltration végétalisée. Et moi-même, comme je vous le disais, je suis un ancien financier devenu architecte. Alors, on a un parcours de start-up classique. On a fait un constat. On a cherché ce qui pouvait effectivement nous permettre de résoudre un problème. On a prototypé, on a testé, et on arrive en phase quasiment de commercialisation. Pour ce faire, on a également été accompagné par un certain nombre de partenaires, par le village Baïséa qui nous accélère, par ImoWell Lab. On est labellisé Novacité, et puis on a fait, comme toutes les startups, un certain nombre de concours. On est lauréat du concours ADP l'année dernière sur l'aéroport du futur. Et puis on est aujourd'hui en finale de Real Expo qui aura lieu à Munich en octobre 2019 sur un concours d'innovation de l'immobilier. Alors notre technologie, comme je vous le disais, elle est bio-inspirée. On a breveté l'optimisation des surfaces de contact entre l'air pollué qu'on a à traiter et le substrat, la membrane qui nous permet de dépolluer. Si on va dans le détail, voilà. La biofiltration, c'est un procédé qui est connu depuis longtemps, qui est utilisé dans l'industrie, qui est utilisé dans les steppes, de manière à traiter des effluents gazeux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on le verticalise. Donc on le rend facile à intégrer dans l'urbain et dans le bâti. Deuxième temps, on y adjoint du végétal qui va permettre de bénéficier de l'intégralité des bienfaits du végétal et qui va nous servir de marqueur de la qualité du biofiltre à travers lequel on fait passer l'air. Donc on force un passage d'air à travers un biofiltre. Ce biofiltre, il est organominéral. Ce forçage d'air, on peut pousser l'air de l'intérieur vers l'extérieur ou on peut tirer l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Et en faisant cela, on a une double action. Première action, on piège les particules fines. Alors on piège les PM10, les 2,5, et puis on piège également les plus fines, celles dont on parle moins, d'ailleurs dans la ville, dans le cas d'alerte de pollution, les PM1, celles qu'on récupère directement dans nos poumons et dans le sang. Avec des taux d'abattement qui sont de plus de 90%. Dans le même temps, on piège également les particules viables,
On a fait 2 manips de ce point de vue-là, et on piège les particules viables à plus de 97% dans le cadre de ces expérimentations. Et puis, deuxième action, les micro-organismes qui se développent dans ce substrat maintenu humide vont venir biodégrader quasiment complètement un certain nombre d'effluents gazeux, que sont les composés organiques volatiles, à plus de 90%, que sont les dioxydes d'azote, à environ 80%, et puis un certain nombre d'autres composants gazeux que ces micro-organismes vont venir digérer et rendre disponibles soit pour les plantes, soit pour d'autres usages, et en tout état de cause, qui, une fois rejetés, ne sont plus un problème pour l'homme ou pour les animaux. Alors, dans le même temps, traitant des composés organiques volatiles, on va venir capter les odeurs et les casser. Et puis, il y a une autre action. En travaillant sur un forçage d'air à travers une membrane qui est maintenue humide, on a une action sur l'humidification de l'air, donc on a une action sur le confort d'été. On y reviendra un peu plus loin. Alors, comme je vous le disais, en 2018, on a testé, c'était une année extrêmement importante parce qu'on a pu expérimenter sur site, non plus en labo, mais sur site, le fait de traiter à échelle 1, non plus un polluant donné, mais des cocktails de polluants. Donc on a pu être dans des environnements où on avait 300-400 molécules à traiter, ce qui était pour nous important parce qu'en fait, souvent en labo, on va tester un polluant donné. Pour autant, dans l'air que nous respirons ici, dans l'air qu'on va respirer à l'extérieur, c'est une foultitude de choses que l'on inhale. Alors on a fait 3 expérimentations. L'une, dans un Fab Lab où on a testé une colonne. On parlait tout à l'heure d'un Fab Lab et des problématiques des effluents sur la découpe laser ou du prototypage 3D. C'est effectivement des environnements où il y a des émissions particulières et des émissions gazeuses relativement importantes. On a testé également en air intérieur dans un Novotel, à côté du musée des Confluences à Lyon, pendant plusieurs semaines, et puis également en air extérieur sur le site de l'IFPEN, dans la vallée de la Chimie, en bordure de l'A7. Et en fait, les 3 manipulations qu'on a pu faire sur plusieurs semaines ont conforté les abattements qu'on avait vus en labo. Donc on est effectivement sur quelque chose qui est extrêmement efficace et qui permet de traiter des volumes importants. On y reviendra. Pour vous donner une idée des abattements auxquels on arrive, alors là on est sur une courbe qui représente sur 18 semaines d'évolution en intérieur des COV totaux. On voit 2 actions. On a fait 2 types de mesures. On a fait des mesures à l'entrée et à la sortie du biofiltre. Là, on voit qu'on appure jusqu'à 87% sur ce graphe de l'air qui entre dans le biofiltre avant qu'il ne ressorte. Et puis, deuxième action, ça a permis effectivement, par ailleurs, de faire graduellement baisser le taux de COVT ambiant dans cette pièce qui était malgré tout ouverte. Et là, on voit globalement, on a pu, sur une période estivale, donc a priori qui est plutôt propice au développement des COV, on a vu une diminution régulière du taux de COVT dans l'air ambiant à proximité du biofiltre. Aujourd'hui, nous sommes prêts à commercialiser 2 types de mobilier. Ces mobiliers font à peu près 5 mètres carrés de biofiltre déployé, sous forme de colonne d'une part, elle fait 3 mètres de haut, 1 mètre carré au sol, et sous forme de mobilier double face, qui fait 3 mètres de long, 1 mètre 50 de haut. Alors pour vous donner une idée, ce type de mobilier va permettre de traiter 8400 mètres cubes d'air par jour. Après une phase de montée en puissance du biofiltre, l'air qui est traité de façon continuelle 24 heures sur 24 et au taux que je vous indiquais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de problématique de montée en puissance, c'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24. 8400 mètres cubes d'air traités par jour, ça peut représenter dans le tertiaire un plateau de 20 à 30 personnes en open space. Alors c'est des solutions que l'on commercialise à la vente ou à la location et qu'on peut agrémenter de design spécifique pour aller avec de l'architecture d'intérieur ou des projets qui viennent s'articuler autour de ce type de solution. Là, vous voyez le biofiltre dans son container à l'IFPEN. Vous voyez la profusion du végétal. Alors, juste un point, parce que je ne me suis peut-être pas assez attardé là-dessus. Ce n'est pas le végétal qui dépollue. C'est bien le substrat dans lequel travaillent les micro-organismes qui est l'agent de la dépollution. Le végétal est là comme un marqueur de la qualité du biofiltre. Et il permet également d'apporter un certain nombre de bienfaits aux gens qui sont autour, mais ce n'est pas la plante, il n'y a pas de plante qui dépollue. C'est l'action chimique
des micro-organismes dans le substrat qui permettent de faire, de gagner ces abattements. Alors, on a besoin d'eau, ça peut être de l'eau d'arrosage. On a besoin également d'électricité pour faire ce forçage, le forçage du passage de l'air à travers le garnissage. Et puis, on va avoir une maintenance qui va être 1 à 2 fois par mois, qui va être une maintenance de plantes, comme dans tout environnement d'entreprise ou à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer, et puis de temps en temps, vous le voyez là, juste avant une taille, on arrive à ce moment-là probablement à une épaisseur de l'ordre de 20-25 cm de végétal, et bien à un moment donné, il faut tailler. Et donc, la maintenance va consister beaucoup en entretien du végétal pour le maintenir le plus joli, le plus performant possible. Ici, un montage qui permet de visualiser ce que peut donner le traitement d'une cheminée en urbain, une cheminée de parking par exemple. Là, on est sur un projet que nous menons avec Engie et qui consiste à végétaliser un cube qui va faire grosso modo 35-36 mètres carrés. Alors là, pour le coup, avec des traitements qui sont démultipliés. Notre objectif à terme, eh bien, après avoir testé du mobilier, de passer au traitement du bâtiment. D'une part, il faut imaginer que nos solutions permettent, pour un plateau de 1000 mètres carrés, on a besoin de 30 mètres carrés de biofiltre. Alors ces 30 mètres carrés, ils peuvent se déployer en façade. Et puis également, donc, de permettre de traiter l'air avant qu'il ne pénètre dans le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on sera raccordé à un moment donné à la centrale de traitement d'air. Et puis inversement, de traiter en infra, au bout du compte, des émanations avant qu'elles ne quittent cette infrastructure. On pense à des parkings, on pense à des tunnels. Et c'est l'objet de notre petit partenariat avec Engie Exima. Merci. Merci, Monsieur Fesquet. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, on est obligé de changer ce biofiltre alors? Alors, le biofiltre en tant que tel, il faut le maintenir. On ne pense pas devoir remanier ces biofiltres avant une période de 7-10 ans. Et en termes de colmatage potentiel, si le biofiltre venait à ingérer suffisamment de particules, on a fait des calculs qui nous montrent que sur des zones de freinage en tunnel, notamment du freinage métro, il faudrait plusieurs dizaines d'années avant colmatage du biofiltre. Donc on arrose comme des plantes normales et c'est tout. C'est un peu plus touchy parce qu'il faut s'adapter à l'environnement ambiant à proximité du biofiltre, mais oui, ça revient à ça. On maintient humide ce biofiltre de manière à pouvoir effectivement avoir une consommation par les micro-organismes de ces polluants gazeux qui soit la plus optimale possible. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que par ailleurs, on a une action sur le confort d'été. On a vu dans notre container, au bout du compte, l'été dernier, que quand il faisait 30 degrés dehors à midi et qu'il faisait 55 dans le container sans le biofiltre, on tombait à 27 avec le biofiltre. Donc on a une action naturelle sur la consommation potentielle en climatisation. On va venir diminuer l'impact énergétique associé au clim en période estivale. Voilà, simplement, aujourd'hui, on a pu le voir, on n'a pas encore pu l'expérimenter avec 2 pièces données dans un bâtiment donné où on puisse voir effectivement l'impact du biofiltre sur la clim pour arriver à une température spécifique. Je vous remercie. La conférence est maintenant terminée. Juste en guise de conclusion, je voulais dire que vous l'avez vu, il y a des solutions. Il y a des solutions de mesure de la qualité de l'air. Il y a des solutions pour la modéliser et surtout des solutions pour la traiter. Donc pour reprendre ce que disait Jawad Zemouri, soyons optimistes, on peut régler ce problème. Maintenant, c'est une question de volonté, d'argent, visiblement aussi un petit peu. Sur ce petit mot, voilà, je voulais juste conclure là-dessus. Les intervenants sont là, ils sont à vous, entre guillemets. Il reste du café, des croissants, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci.